on a cette augmentation des prix qui va certainement rester longtemps parce que justement la capacité de raffinage donc des produits finis a baissé et donc va prendre du temps à repartir. Quels territoires africains présentaient la plus grande vulnérabilité aux perturbations du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz? Le détroit d'Ormuz, c'est 20% de la consommation mondiale de carburant en brut et en produits finis. C'est à peu près 80% de demande pour l'Asie. Et depuis la crise, on a à peu près 13 millions de barils par jour qui ne rentrent plus sur le marché. Et sur ces 13 millions de barils par jour, ça représente à peu près 10 fois les besoins journaliers de l'Afrique. Ceci étant, quand on rajoute en cela la demande de la zone est et sud-est de l'Afrique, qui est à peu près 80%, une demande qui vient du Moyen-Orient. On se retrouve dans une situation où il y a une forte demande, on a une forte dépendance du Moyen-Orient, et donc forcément, on se retrouve avec une réduction de volume de produits qui vient vers l'Afrique. Comment la crise a-t-elle affecté le continent? Déjà, il faut voir que la crise dans le détroit d'Ormuz se manifeste sur 3 angles essentiellement. Elle se manifeste par une réduction des flots qui viennent en Afrique. Elle se manifeste par une réduction des stocks qu'on avait parce qu'ils ont été utilisés. Et elle se manifeste par une capacité de production qui a été diminuée vis-à-vis en compte tenu des raffineries qui ont été attaquées et des raffineries qui ont été mises à l'arrêt. En plus de ça, on a un sérieux problème de fret, de shipping. Aujourd'hui, le coût de fret des navires est 9 fois plus élevé que ce qu'il était en 2025. Donc, vous comprenez qu'on a un problème structurel, même au niveau de la logistique, donc de l'affrètement des navires. Donc ça, évidemment, c'est un problème qui risque de durer plus longtemps parce que vous voyez que de façon structurelle, il y a des éléments clés de la chaîne d'approvisionnement qui sont impactés par la crise dans le détroit d'Ormuz. Dans quelle mesure les pays africains peuvent-ils renforcer leur sécurité énergétique et commerciale face au risque de rupture d'approvisionnement? Déjà, il faut reconnaître qu'il y a une augmentation, une montée des prix qui est maintenant devenue presque structurelle, due aux éléments principaux que j'ai évoqués. Donc, il faut déjà reconnaître qu'on a cette augmentation des prix qui va certainement rester longtemps parce que justement la capacité de raffinage donc des produits finis a baissé et donc va prendre du temps à repartir. Et on pense que quand le stock sera disponible, il va falloir recréer les réserves de stock avant d'approvisionner le marché. Deuxième chose que le gouvernement et le secteur des hydrocarbures doivent regarder, c'est pouvoir ajuster, avoir un mécanisme d'ajustement des prix qui est beaucoup plus rapide qu'il l'était par le passé, en lien avec le marché international. Parce que c'est ce qui permet d'avoir du produit disponible. Quand on est capable d'ajuster les prix, parce que les prix continuent de monter. Si on changeait les prix tous les 3 mois, il faut revoir le changement de prix tous les mois ou toutes les 2 semaines, par exemple. Le troisième élément très important, c'est l'élément de la flexibilité des gouvernements sur les mécanismes de régulation ou de réglementation de notre secteur des hydrocarbures. Je veux dire, par exemple, qu'on sait à peut-être libéraliser sur une période très courte qui concerne la période de crise, ou bien revoir ce que certains gouvernements ont déjà fait, mais devraient continuer de faire, c'est revoir les taxes et tout ce qui est frais relatifs à la structure de prix. Et puis peut-être sur le long terme, il faudra penser de plus en plus à avoir des réserves stratégiques, à créer, à avoir diverses routes d'approvisionnement et ne pas être totalement dépendant du Moyen-Orient. Et finalement, je dirais pouvoir se constituer des stocks de réserves, des stratégiques qui sont conséquents en fonction de la demande dans le pays. Face à ce type de crise, une approche collective africaine est-elle envisageable? Je pense qu'il y a une réflexion plus générale à faire au niveau des pays africains en termes de euh, qu'est-ce qu'il faut en termes d'infrastructure pour pouvoir gérer sur le long terme ce genre de choc énergétique
mais du point de vue du continent. Ne pas regarder de façon individuelle, mais regarder du point de vue du continent, une gestion des infrastructures qui permettent de résister à ce genre de choc pour l'Afrique et de pouvoir grossir sur le long terme. C'est aussi pouvoir, je dirais, identifier les points de faiblesse que nous avons, notamment notre chaîne d'approvisionnement logistique dans le secteur des hydrocarbures, et y mettre une réponse globale qui nous permettrait de pouvoir aller beaucoup plus loin et de façon beaucoup plus soutenable sur le long terme.